Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur mon NAS perso. Donc la dernière fois on s'était occupé de toute la partie hardware et là il va falloir avancer dans la partie logicielle. Donc pour ça on va avoir besoin d'une clé USB, de se brancher en Ethernet, d'avoir une sortie vidéo HDMI sur un écran ou ce que je fais moi sur une petite fiche qui capture le HDMI et qui le renvoie sur un ordinateur. C'est très pratique, ça permet déjà pour moi de l'enregistrer et ça permet aussi de ne pas avoir à bidouiller les câbles tout le temps. C'est quelque chose de bien pratique et pas très cher sur AliExpress. Si vous en avez l'utilité, je vous le conseille. Donc, on a évidemment besoin aussi d'un disque SSD. Pour mettre l'OS, c'est mieux d'avoir un disque SSD. Ça fait pas de bruit, ça consomme pas. C'est pas mal. Donc là, j'en ai mis un de 120 Go. On peut faire moins si on veut mettre juste l'OS. Si on veut éventuellement se partager le disque en deux pour se faire un répertoire de 60 Go par exemple, et ça peut être bien utile d'avoir une partie sur SSD. Un exemple simple, vous avez des caméras chez vous, c'est ce que j'ai moi d'ailleurs. Je ne veux pas les envoyer sur les disques là parce que les gros disques durs seront en veille. Je vais mettre une veille au bout d'un moment. Et si je mets les caméras dessus, ils ne se mettront jamais en veille parce que les caméras, il y en a 5 ou 6 dans la maison. Il y a toujours des vidéos qui arrivent. Donc je les mets sur un SSD. Alors évidemment, il est plus gros que ça. J'ai mis un SSD de 1 Tera. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir un disque SSD qui va récupérer les fichiers régulièrement. Là où les gros disques durs, eux, seront pour les vidéos, pour les musiques, pour des choses un petit peu ponctuelles et puis qui prennent de la place. Les sauvegardes des PC, etc. De la même façon, je garde mes disques durs complètement indépendants. Il n'y a pas de système particulier qui fait que s'il y en a un qui plante, on récupère les données sur l'autre, etc. Ou 3 disques durs qui permettent de le faire en tout cas. Voilà, moi je ne m'occupe pas de ça, je fais ça tout seul, c'est-à-dire que les données, certaines données seront sur un seul disque dur. Un exemple, par exemple, la sauvegarde d'un PC. L'image du disque C d'un PC, de démarrage de mon PC, je le mets sur un disque, je n'ai pas besoin de l'avoir une troisième fois parce que j'ai mon PC qui fonctionne, c'est déjà une première sauvegarde. J'ai une sauvegarde là, je n'ai pas besoin d'en avoir 3. Là où par exemple mes photos perso de famille, elles sont que dans mon NAS, donc là j'ai besoin de les avoir en double. Et donc du coup je lance une sauvegarde régulière la nuit qui va sauvegarder les répertoires importants. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. On va pouvoir attaquer directement l'installation de OpenMediaVault. Je préfère OpenMediaVault. J'ai jamais vraiment testé FruNAS, mais bon, moi je suis sur OpenMediaVault depuis très longtemps, donc voilà. On est sur mon PC de bricolage, donc oui, c'est un peu le bazar. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y aurait du rangement, mais bon. Donc on va se concentrer sur ce que je vous montre ici. Allez, c'est parti. J'ajoute quand même qu'il faut pouvoir mettre un clavier pour pouvoir entrer les paramètres. Donc la petite clé USB qu'on voit en bas à gauche, eh bien c'est justement une clé USB du clavier. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc là, on va devoir télécharger un logiciel qui va nous permettre d'installer l'OS sur la clé USB. Alors moi j'aime bien utiliser Rufus qui est relativement simple. Donc là il y a la version 4.9. On la télécharge. Et ensuite on a juste à la lancer, il n'y a même pas besoin d'installation. Je vais télécharger aussi l'OS, donc c'est OpenMediaVault. On va récupérer la dernière version. Donc comme je le disais tout à l'heure, il existe FruNAS qui est aussi très connu. Personnellement, je ne connais absolument pas, j'ai même pas testé une seule fois. Je suis parti là-dessus et franchement, ça me va, c'est assez facile d'utilisation. Donc voilà, je prends la dernière version stable, on va la télécharger. Alors le téléchargement est extrêmement lent. Personnellement, je suis en fibre, donc j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. J'ai testé plusieurs fois. Ça vient vraiment de leur serveur. Donc là, vous voyez, on télécharge à 170 kilooctets seconde pour quelque chose qui fait presque 1 giga. Donc là, il y en a pour un moment. Donc là, je vais couper et on va revenir une fois que ce sera terminé. Voilà, le téléchargement est terminé. On va pouvoir lancer Rufus. Donc on choisit, on a mis notre clé USB dans l'ordinateur. Donc on choisit le répertoire, enfin le disque correspondant, le périphérique correspondant. On sélectionne le fichier OpenMediaVault qu'on vient de télécharger.
On laisse tout en l'état, il n'y a rien de particulier à faire. Et c'est parti. On dit oui, on dit OK, il n'y a rien de particulier. Donc évidemment, sauvegardez tout ce que vous avez sur votre clé USB avant. C'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à mettre sur la clé. Donc là encore, on va aller directement à la fin. Voilà, c'est fait, notre clé USB est maintenant prête, on va pouvoir la récupérer. Voilà, notre clé elle est prête, je l'ai mise dans le NAS, j'ai plus qu'à démarrer. Pour être sûr de booter sur la clé, ce que moi je fais, c'est que je formate, sur l'ordinateur j'ai formaté mon disque SSD, du coup bah, il va forcément booter sur la clé. Donc je vais pouvoir lancer, donc j'appuie sur le bouton et c'est parti, on va aller voir sur l'écran ce qui se passe. Donc là bien évidemment, bah, ça ne fait aucun bruit, donc je vous confirme que ça tourne, hein. Alors là on ne le voit pas bien à l'écran parce que avec la caméra ça passe pas très bien, mais là ça tourne correctement. Donc là c'est parti, et normalement on devrait avoir une image sur l'écran. Voilà, donc là on se retrouve en sortie du NAS hein, avec la prise HDMI. Donc voilà, Open Media Vault. Donc là, on va faire une installation classique, donc installe. Donc bon, là je laisse les 4 secondes se dérouler toute seule. Voilà. On va faire une installation classique, hein, par rapport à ce que moi j'ai mon ordinateur portable. Donc évidemment, bah, on choisit français, hein, que des évidences. Hein. Voilà, donc encore français. Donc on le laisse faire, hein, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est lui qui bosse. On a quelques paramètres à lui donner, mais rien de vraiment bien compliqué. Voilà, donc là il détecte le réseau, on a bien branché notre carte Ethernet. Alors le nom de la machine, bon ben moi je vais laisser Open Media Vault, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez NAS Perso si vous voulez. On continue. Ici on laisse en local, il n'y a aucun intérêt de changer. Ensuite le mot de passe, donc là vous allez taper votre mot de passe à l'aveugle, hein, ça va rien afficher, à moins de valider afficher le mot de passe en dessous. Donc attention, bien noter ce mot de passe parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Alors peut-être pas dans cette vidéo, mais ça va être nécessaire plus tard quand on va installer Docker notamment. Donc ne pas perdre ce mot de passe. Donc on laisse s'installer le reste. Donc il va falloir choisir sur quel disque on installe l'OS. Alors en réalité on n'a pas beaucoup de choix, vous prenez le disque qui correspond, moi c'est celui de 120 Go. 30 Go c'est évidemment la clé. Si vous avez mis vos disques à l'intérieur, vos gros disques, pour votre NAS, bon, bah, vous les verrez et vous n'installez pas dessus. À moins que vous le vouliez. Mais je pense que vraiment qu'il faut installer l'OS sur un SSD. Et donc là, on laisse défiler l'installation. Donc là, j'ai accéléré un petit peu. Évidemment, on choisit France ici. Et ensuite, on va choisir où on veut télécharger l'OS. Bon, là, on s'en fiche un petit peu. Hein, vous prenez ce que vous voulez. Ça, on passe. Et on laisse l'installation se faire. J'accélère là encore. Voilà, c'est terminé. Donc là, on va cliquer sur continuer, on va laisser l'installation se terminer tranquillement. Et ensuite, bien, je vais éteindre le NAS pour pouvoir y mettre mon gros disque dur. Le disque mécanique, je veux dire. Donc là, on laisse ça se terminer. Voilà, là, je peux couper le NAS. Ça y est, donc l'OS est installé sur le SSD. On a éteint l'ordinateur, on va pouvoir relancer. Donc avant, j'enlève ma clé USB. J'ai mis un disque dur
ici. Alors moi j'ai mis un petit disque dur pour l'exemple, moi j'en ai 2 gros ici. Alors après ce sera à vous de vous organiser, de savoir ce que vous voulez faire. Moi je fais pas de sauvegarde automatique entre les 2 disques, c'est-à-dire que les disques sont indépendants. D'accord? Donc moi j'ai un disque là, j'ai un disque là. Certaines choses sont sauvegardées automatiquement de l'un sur l'autre, d'autres pas. Un exemple, quand je fais des sauvegardes de mes PC, j'ai déjà des données sur mes PC, je ne vais pas les mettre ici et ici. Il n'y a pas besoin d'être en triple exemplaire. Donc mes PC, je mets une sauvegarde ici de mes PC. Je n'ai pas besoin de doubler. Mes photos, par contre, qui sont sur le NAS, là, mes photos, je fais une copie automatique entre les deux. Et ça, avec Open Media Vault, on peut choisir des répertoires qui sont copiés toutes les nuits, par exemple, qui sont synchronisés. Donc on n'a pas besoin de tout copier. Voilà, donc là, tout est prêt. On va pouvoir allumer et découvrir ce que nous propose Open Media Vault et on va pouvoir le paramétrer. Voilà, j'allume et c'est parti. Donc ici, eh bien, on laisse le démarrage se faire tranquillement, on a juste à attendre. Voilà, donc on laisse le démarrage se faire comme un boot d'ordinateur classique. Voilà, et on arrive sur cette page-là, et quand on est sur cette page-là, pardon, celle-ci, eh bien ça veut dire que ça y est, c'est fait. Donc on va regarder plus précisément ce qui est écrit sur ces quelques lignes. Alors sur ces quelques lignes, il y a 3 choses importantes à noter. Il y a déjà l'adresse IP, qui est moi écrit juste après de Eno 1, on voit 192.168.1.45, donc l'adresse IP qui est importante. Le username, qui est systématiquement admin au démarrage, et le password, qui est systématiquement Open Media Vault. Donc ça, on va l'avoir en tête pour pouvoir se connecter sur Open Media Vault et pouvoir paramétrer. Pour se connecter à Open Media Vault, eh bien, on va lancer un navigateur web, donc ici Opera, et dans l'URL, je tape l'IP qu'on avait remarqué tout à l'heure, donc 192.168.1.45. Je fais entrer, j'arrive ici. Ensuite, bien évidemment, eh bien, je vais mettre l'admin qu'on avait donné tout à l'heure, qui c'est admin, et le mot de passe, qui est donc Open Media Vault. Et on fait connexion. Et ça y est, nous voilà dans Open Media Vault, et on va pouvoir maintenant tout paramétrer pour pouvoir avoir enfin notre NAS opérationnel. Nous voilà donc dans Open Media Vault et on va voir un petit peu tous les paramètres qu'il faut modifier pour avoir son NAS opérationnel. Alors je vais être clair tout de suite, je ne vais évidemment pas reprendre tous les points qu'il y a dans tous les menus qu'il y a dans ce logiciel, il y en a énormément. Je ne connais pas forcément tout non plus, donc je serais bien incapable de tout vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait pour avoir mon NAS et que ça fonctionne. Donc première chose, on vérifie qu'on est bien à l'heure de Paris. Donc là c'est bon, on a bien une mise à jour automatique de l'heure. Donc c'est parfait. Ensuite, il va falloir qu'on change tout de suite le mot de passe utilisateur. On avait vu tout à l'heure un mot de passe qui était Open Media Vault. On va tout de suite aller le modifier. Je crois que c'est ici. Voilà, modifier le mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà. Vous pouvez mettre à jour. Voilà. Ensuite, une chose qu'il faut faire tout de suite, c'est la mise à jour. Parce que là, on a installé une version d'Open Media Vault, mais depuis que cette version est sortie, il y a eu évidemment beaucoup de mises à jour. Donc là, il va falloir mettre à jour. Donc on va dans Système, on va dans Gestion des mises à jour, on clique sur Paquet, et là, on voit qu'il y a pas mal de mises à jour. Donc on va lancer, installer les mises à jour, on confirme, et on dit oui. Et là, c'est parti. Alors là, il y en a pour un petit bout, un petit moment, parce qu'il faut que tout se mette à jour. Donc je vais passer toute cette partie. Voilà, la mise à jour est terminée. Voilà, donc là, il y a des changements en attente. Donc régulièrement, il faut mettre à jour. Donc là, les changements en attente, on va les appliquer. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va attendre un petit peu. Voilà, c'est fait.
Donc maintenant que la mise à jour est faite, on va aller dans Réseau, Interface. Là, on va retrouver notre Eno 1 qu'on avait tout à l'heure, c'est notre prise Ethernet. On va cliquer dessus et on va aller ici, Modifier. Alors, ce qu'on va faire là, ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Actuellement, le NAS reçoit une IP d'un serveur DHCP. Normalement, pour 90% des gens, le serveur DHCP, c'est la box Internet. Donc c'est la box Internet qui distribue les IP. Quand on allume la box, elle distribue les IP à chaque appareil qui vient se connecter. Nous, il nous faut une IP fixe. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que quand on va avoir besoin de se connecter sur Open Media Vault, eh bien que l'IP soit toujours la même. Quand plus tard on aura des Docker, il faut que ce soit une IP fixe aussi. Donc là, il faut absolument qu'on ait une IP fixe. Alors, l'IP fixe, on peut la régler de deux façons. Soit on va sur notre box et on impose que cet appareil-là ait l'IP, donc 192.168.1.45, je crois. Soit on l'impose ici, c'est-à-dire qu'on va demander à cet appareil, quand il se connecte, d'imposer lui-même l'IP. Donc de dire au serveur, ben voilà, moi je veux cette IP-là. Le mieux, c'est de le faire des deux côtés d'ailleurs. De le faire côté box et côté Open Media Vault. Alors côté box, je ne vais pas le faire parce que ça va dépendre des box et il y en a quand même un certain nombre. Donc je ne vais pas faire tous les cas. Ce que je vous conseille, c'est de taper sur Google, enfin dans YouTube, vous tapez box free et vous tapez IP fixe ou IP DHCP. Je pense que vous allez trouver des tutos qui vous expliquent. Donc là, moi je l'ai déjà fait côté box. Je vais le faire ici. Alors on pourrait s'en passer, hein. Mais le jour où votre serveur DHCP plante, lui, il ne pourra pas se connecter. Et comme c'est lui qui va un petit peu gérer le NAS, gérer plus tard Home Assistant et probablement l'alarme de votre maison, il faut quand même qu'il puisse être toujours allumé, toujours en action. Donc ici, on va enlever DHCP et on va mettre statique. Donc statique, ça veut dire que c'est nous qui allons l'imposer. Donc 592, moi je choisis la même que tout à l'heure. Je vous conseille de mettre la même, comme ça vous n'avez pas à relancer votre box. Masque réseau, vous tapez ça. Voilà. La passerelle. Alors la passerelle, c'est l'adresse IP de votre box. Alors là, la passerelle, le plus souvent, c'est 192.168.1.250 et souvent 254. Mais on va essayer d'aller la trouver nous-mêmes, cette adresse, avec un petit logiciel qui s'appelle Advanced IP Scanner. Donc, on va aller le chercher. C'est un logiciel qui est bien utile quand on fait de la domotique parce que ça permet de trouver les IP de certains appareils sans aller forcément sur sa box. Donc le voilà, on peut le télécharger ici. Vous téléchargez tranquillement, il n'y a aucun... Bon, moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais vous le téléchargez. Ce n'est pas une installation, vous le lancez, puis c'est tout. Donc vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Voilà. Votre réseau, il varie de 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.254. Vous faites le scan et il va vous scanner tout ce qu'il y a dans votre maison actuellement, les IP actuels. Vous les mettez dans l'ordre croissant ou décroissant comme vous voulez et vous cherchez votre box. Alors moi je suis chez Bouygues, donc on la voit là, elle porte ce nom-là. 192.168.1.254. Sinon vous vous connectez à votre box et puis vous trouverez ça quelque part. Donc j'enlève tout ça et on revient 192.168.1.254. On enregistre. Oui, alors j'ai oublié le DNS. Donc le DNS, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez laisser l'adresse de votre box ou mettre un DNS différent. 8.8.8.8, c'est le truc assez classique. Donc 254. Voilà, on va laisser ça, c'est pas indispensable d'aller plus loin. Et on enregistre. Voilà. Donc là, comme d'habitude, quand on enregistre, ça veut dire qu'on a modifié les paramètres. Mais ils ne sont pas effectifs encore. Donc pour les rendre effectifs, il faut
systématiquement validé. Alors on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, moi j'aime bien le faire régulièrement quand même. Donc là, il va mettre à jour. Voilà, les paramètres sont effectifs. Alors maintenant, on va aller dans stockage. On va cliquer sur disque. Et là, on va trouver nos deux disques. Donc le disque dur de 500 Go et le SSD de 120 Go. Donc celui-là, on ne va pas trop y toucher, hein, parce que c'est là-dessus qu'il y a notre OS. Lui, on peut, si on veut, l'effacer. Alors je l'ai déjà effacé, mais je vais le refaire. On peut effacer les données qu'il y a dessus. Effacement rapide. Voilà. Maintenant, on va devoir lui installer un système de fichiers. Donc je clique sur système de fichiers. Donc on va créer un système de fichiers en EXT4. Donc on va choisir bien notre disque dur. Voilà. Et on va enregistrer. Je vais quand même passer parce que je pensais que ça serait plus rapide que ça. Voilà, c'est fait. On peut fermer. Donc on sélectionne ce qu'on vient de faire à l'instant. Voilà. Comme d'habitude, on valide. Il a terminé. Maintenant, on va pouvoir aller dans Dossier partagé. Donc là, on vient de créer le disque dur sur lequel on va pouvoir partager des répertoires dans notre réseau. Donc par exemple, on va créer un répertoire vidéo, par exemple, dans le disque dur que l'on vient de paramétrer. Alors en termes de permission, on permet tout pour l'instant. Tout en lecture-écriture, bon, ou alors on met juste les utilisateurs, on peut mettre... Ouais, là, ça permet de mettre des droits sur, sur certains répertoires. Moi, je vais tout mettre pour l'instant. Donc, on enregistre. Voilà, il vient de créer ce répertoire-là. On va en créer plusieurs. Donc, par exemple, musique. Donc, automatiquement, voilà. Bon, ça, on peut laisser comme ça, finalement, ça ne change rien. Ah, j'ai pas choisi. Toc. Et on va faire un truc data. Alors ici, on peut normalement voir, vous voyez, on voit tous les répertoires que je viens déjà de créer. Donc data, on enregistre. Voilà, là, on va lui demander de tout préparer. Donc là, il va créer les répertoires. Voilà. Maintenant qu'on a créé nos disques durs avec nos répertoires dessus, eh bien, on va devoir créer un utilisateur. Hein, maintenant, il faut qu'on crée un utilisateur ou plusieurs utilisateurs avec des mots de passe et leur donner des droits sur certains répertoires ou sur tous les répertoires, peu importe. Donc, on y va. Alors là, paramètres, ça pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, on va créer un utilisateur. Donc, on va créer un utilisateur bricolo. Bon, on peut mettre une adresse mail, mais ce n'est pas très important. On crée un mot de passe. Et on valide. Donc là, si on veut enregistrer son mot de passe dans l'ordinateur, on valide les changements. Voilà, les changements sont validés. Donc on a un utilisateur bricolo qui va pouvoir se connecter au répertoire que l'on a créé. Donc on va lui donner des droits. Donc on va cliquer sur bricolo, on va cliquer ici. Et sur chacun des répertoires, on va décider si on lui coupe l'accès, si on le met dans lecture seulement, où il ne pourra donc rien modifier, ou si on lui donne la totalité de l'accès. Donc on donne tout. On enregistre, et évidemment, on valide. Voilà.
Alors maintenant, il va falloir qu'on décide quel protocole l'utilisateur va bien pouvoir utiliser pour se connecter à ces répertoires. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est pour des fichiers qui seront accessibles via des ordinateurs Windows. Donc, on va installer le service qui correspond, c'est le service SMB, Samba, qu'on va devoir paramétrer. Donc ici, on a juste à activer et à enregistrer. Hop. J'aime bien faire étape par étape, on pourrait faire la validation un petit peu plus tard, mais au moins quand il y a un problème, on voit d'où ça vient. Là, voilà, j'y vais tranquillement. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste pro de tout ce que je présente, hein. Je présente ce que je comprends. Moi, je préfère le faire étape par étape, tranquillement. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans Partage, ici. On va cliquer sur Plus, et on va choisir le répertoire que l'on veut partager via Windows. Donc on va prendre celui-ci, puis on sauvegarde. Alors pendant qu'on y est, on va faire la même chose pour les autres. Voilà, et on valide tout ça. Voilà, c'est fait. Alors maintenant que la configuration est terminée, on peut ajuster 2-3 bricoles. Par exemple, on peut faire un petit tableau de bord. Là, c'est sympa, ça permet d'ajouter des indicateurs, des paramètres qui s'affichent quand on arrive sur OpenMediaVault. Donc pour ça, on vient ici, on va dans Tableau de bord et on va pouvoir valider certaines choses. Alors, on peut voir l'utilisation du processeur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout mettre et enlever ce qui ne vous sert à rien ou ce qui ne marche pas, parce que tout n'est pas toujours fonctionnel en fonction de votre configuration. On va afficher... Bon, je vais tout mettre. Comme ça, on va tout voir. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça vous affiche différents renseignements. Donc la mémoire vive, bon, on voit que pour l'instant, il n'y a aucune utilisation. C'est normal, ça augmentera quand on aura notre Docker. Le processeur ne tourne pas. On voit l'utilisation du processeur tout au long de la dernière heure. Pas de mise à jour. On voit le réseau. Là, c'est le type de choses dont on peut se passer à l'affichage. Par exemple, ça, on peut l'enlever. On peut mettre des appareils ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est dans Stockage. Voilà. Smart. Et on peut activer le Smart, c'est-à-dire des vérifications du disque dur régulièrement. Comme ça, on va voir un petit peu les disques durs qui ont des problèmes et pas laisser tourner. Vous pensez que vous avez des sauvegardes et finalement, votre disque dur, il a un problème. Et donc, ça ne se sauvegarde pas. On peut éventuellement se faire alerter par mail, mais ça, bon, ça, je vous laisse le paramétrer vous-même. Alors, je reviens sur mon tableau de bord. Voilà. La charge moyenne, la mémoire, les fichiers, les places libres, donc non, pour l'instant c'est vide, les températures. Voilà un petit peu les renseignements qui s'affichent ici. Donc à vous de gérer ça comme vous le voulez. Alors on peut aussi gérer la mise en veille des disques durs. Donc on va dans Stockage, Disque. On clique sur un disque, alors pas le SSD parce que là ça n'a pas grand intérêt. On clique sur le disque dur, ici, modifier. Et donc là, vous avez possibilité d'activer un cache si vous le voulez, de mettre une gestion de la veille. Donc vous avez différents stades, à vous de tester, à vous de voir. Sachant que s'il se met en veille, et notamment s'il se met en veille vraiment profonde, bien, quand vous voulez par exemple regarder un film, vous lancez le film, eh bien, il faut attendre que le disque dur se lance. Donc il y a toujours un laps de temps au départ. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas parce que laisser tourner un disque tout le temps, ça consomme. Bon, à vous de voir. Une chose que l'on va changer aussi, c'est le nom de notre NAS. Bon, c'est un peu long à taper, notamment tout à l'heure quand on va se connecter dessus avec l'explorateur Windows. Voilà, c'est un nom un peu long. Moi, on va plutôt lui mettre un nom plus proche de ce qu'il est, c'est-à-dire un NAS. On va essayer d'aller dans Réseau. Voilà, donc vous voyez, on peut changer le nom ici. Donc je vais l'appeler NAS, tout simplement. Et on va mettre LAN. On valide.
Voilà, c'est fait, donc tout est prêt. Maintenant, on va pouvoir aller sous Windows et essayer de se connecter à nos répertoires, voir si ça fonctionne. Voilà, on se retrouve sous l'explorateur de Windows. Donc on se met sur notre PC, on fait clic droit, on fait connecter un lecteur réseau. Alors il y a une autre façon, il vient de le faire, c'est on clique sur réseau, il nous affiche le réseau. Alors attention que tout soit bien paramétré dans Windows, notamment la découverte réseau. Alors sinon on peut taper à la main aussi, je vais vous montrer à la main. Alors ça va être un petit peu plus long parce qu'il faut tout taper. Donc il suffit de taper exactement ce que je tape, comme dans l'exemple qui est en dessous. Donc on a choisi de l'appeler NAS, décidément, je ne fais pas attention. Et ensuite, eh bien là on va choisir le répertoire dans lequel on veut ouvrir. Donc si on veut ouvrir le répertoire vidéo, eh bien on clique sur vidéo. On choisit la lettre, bien évidemment. Se connecter lors de la connexion, oui, voilà. Donc il va se connecter. Normalement, si tout marche, il devrait nous demander un mot de passe. Voilà. Donc on a dit qu'on s'appelait Bricolo. On met notre mot de passe. On va mémoriser, comme ça on n'aura pas besoin de le faire pour les autres. Et automatiquement, il va nous ouvrir, voilà, un nouveau répertoire où je vais pouvoir placer à l'intérieur mes vidéos. Je peux faire la même chose pour les autres. Alors, je peux éventuellement montrer que les autres sont ici. Donc, vous pouvez les ouvrir automatiquement. Par contre, ça ne vous ouvre pas avec une lettre. Là, c'est des répertoires dans lesquels on va aller de temps en temps. Si vous avez besoin d'y aller souvent et d'avoir une lettre, ça peut être important d'avoir une lettre sur certains logiciels qui vont chercher des fichiers à cet endroit-là. Donc, on peut, par exemple, pour data, connecter un lecteur réseau, data, terminé. Et automatiquement, il nous ouvre avec la lettre. Vidéo, on l'a fait. On fait avec musique. Voilà. Et donc maintenant, dans notre PC, on retrouve notre répertoire vidéo qui est sous NAS, data qui est sous NAS et musique qui est sous NAS. Voilà. Alors, il y en a plein d'autres parce que là, j'en ai rouvert en plus, puisque j'ai enlevé mes disques perso de ce NAS. Hein. Moi, je l'appelais NAS perso. Donc là, pour l'instant, ils sont inaccessibles. Ce que je peux faire, c'est changer le nom, hein, parce qu'avoir un nom aussi long, c'est pénible. Donc vous allez là, vous faites renommer, et vous mettez tout simplement data. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Et voilà comment on se fait son NAS avec tout autant de répertoires que l'on veut. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça va faire une vidéo très très longue. J'espère que j'apporte quelque chose. J'essaie d'être le plus simple possible, de ne pas entrer dans des détails trop précis qui feraient que ça pourrait faire peur. Ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, vous ne suivez pas à pas. A priori, vous devriez reproduire exactement la même chose que moi et arriver au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Un petit pouce et des abonnements, ça serait sympa parce que j'ai certaines vidéos où je passe beaucoup de temps et finalement je m'aperçois que très peu de personnes les regardent. Au final, si c'est comme ça, je vais finir par arrêter parce que je ne peux pas passer un temps énorme sur des vidéos et voir qu'il y a 200 personnes qui les regardent, quoi. Voilà, merci d'être arrivé jusque-là, c'est déjà très très bien. Il nous restera dans une prochaine vidéo à installer Docker, puis à installer Home Assistant, puis à installer un tas de containers très intéressants qui permettent d'avoir un serveur vraiment complet. On verra ça donc dans les prochaines vidéos. Alors je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo parce que je pense que je vais revenir sur ma batterie et notamment le chargeur. Mais assez rapidement, je vais faire une vidéo sur l'installation de Docker. Voilà, au revoir.